À Ouagadougou, un dossier circule, lourd comme une arme. Il accuse un sergent admiré d'être un espion et les preuves s'empilent. Messages interceptés, transferts suspects, témoignages au pied du mur d'enceinte, relevés qui dessinent une trahison nocturne. Ibrahim Traoré sait ce que la tradition attend, frapper vite, sans appel, pourtant il mesure aussi le coût d'une justice expéditive sur la cohésion, l'honneur du commandement et la survie même de l'unité. Dans le silence du camp, chacun retient son souffle, parce qu'un seul choix peut sauver une vie, ou fissurer la confiance qui tient tout debout. Ce récit ne cherche pas à juger, mais à comprendre une mécanique de commandement sous pression. Il montre comment un choix change loyauté, peur et discipline. La question n'est pas seulement de savoir si Moussa Diallo a trahi, mais comment une unité peut tenir quand la confiance se fissure de l'intérieur au moment où chaque erreur devient une brèche stratégique. Dans ce camp, la règle parle de mort immédiate. Pourtant, l'effet sur les hommes, sur l'autorité et sur la guerre elle-même reste moins simple que le texte. En suivant Ibrahim Traoré, pas à pas, l'audience verra ce que la procédure impose, ce que la conscience refuse et ce que le terrain rend inévitable dans un Burkina Faso décrit comme au bord de l'extrême tension. Un détail reste suspendu. Pourquoi un soldat réputé inattaquable a-t-il basculé et à quel prix réel? La suite remonte quelques mois en arrière, puis revient à l'instant où la justice doit tomber, pour mesurer comment une décision peut renforcer une cohésion ou la réduire à un château de cartes. 2 chiffres changent immédiatement la lecture du dossier. Un sergent de 26 ans et une sœur de 12 ans retenus en otage. Ce n'est pas un profil d'espion idéologique, ni celui d'un mercenaire aguerri, mais celui d'un homme jeune exposé à une pression ciblée dans une guerre où la famille devient une arme. Cette révélation éclaire autrement le silence d'Ibrahim Traoré au moment où les preuves, pourtant solides, arrivent sur son bureau. Revenir en arrière permet de comprendre comment ce basculement s'est produit. Moussa Diallo rejoint l'unité avec une réputation sans tache. Il se distingue rapidement lors de 2 engagements majeurs, protège ses camarades sous le feu, partage les gardes de nuit et gagne une confiance rare dans un camp où la suspicion est une seconde nature. Aux yeux de tous, il incarne ce soldat sur lequel on peut s'appuyer quand la situation dégénère. Dans le même temps, le contexte se durcit. Les groupes rebelles, main sous pression, affinent leurs méthodes. Les attaques directes cèdent la place au chantage, à la manipulation psychologique, aux menaces indirectes. Les familles deviennent des cibles parce qu'elles sont accessibles, invisibles et terriblement efficaces pour briser une volonté sans laisser de traces immédiates sur le champ de bataille. Cette tactique n'est ni nouvelle ni exceptionnelle, mais elle reste difficile à détecter à temps. Lorsque les premiers signaux apparaissent, ils semblent isolés. Un échange discret près de l'enceinte, une absence prolongée, un appel nocturne. Pris séparément, ces éléments n'alertent pas. Mis bout à bout, ils dessinent une ligne de fracture que le renseignement finit par relier. Les messages interceptés et les mouvements financiers confirment alors ce que personne ne voulait envisager. À ce stade, Ibrahim Traoré comprend que la question n'est plus seulement celle de la trahison, mais celle du piège qui l'a rendu possible. Et c'est cette compréhension tardive qui rend la décision à venir infiniment plus lourde. Dans cette unité, le capitaine n'est pas une figure lointaine. Ibrahim Traoré partage les bivouacs, écoute les silences, observe les regards quand les mots manquent. Cette proximité explique pourquoi l'affaire Moussa frappe si violemment le groupe. La trahison ne touche pas seulement une chaîne de commandement, elle traverse des liens forgés sous le feu, dans la fatigue et la peur partagée. Les premiers effets se font sentir avant même qu'une décision ne soit annoncée. Les discussions se murmurent à voix basse. Certains soldats évitent le regard de Moussa, d'autres celui de leur capitaine. L'autorité d'Ibrahim Traoré reste intacte en apparence, mais une tension nouvelle s'installe, fragile, prête à se fissurer au moindre faux pas. Dans un camp où la cohésion est une condition de survie, ce flottement devient un danger opérationnel. Un officier résume l'état d'esprit en une phrase sèche, sans sanction claire, le doute se propage.
D'autres, plus silencieux, perçoivent déjà la complexité du piège. Ils voient un homme acculé plutôt qu'un traître cynique. Cette divergence de lecture crée une fracture invisible mais réelle au sein de l'état-major et parmi les soldats. Ibrahim Traoré agit alors comme un point d'ancrage. Il ne se prononce pas, ne promet rien, mais impose le calme et la discipline immédiate. Cette retenue freine l'escalade, sans résoudre le fond du problème. Chaque heure qui passe renforce l'attente et transforme le bureau du capitaine en centre de gravité du camp. À ce stade, l'impact dépasse déjà le sort individuel de Moussa. La manière dont cette affaire sera traitée déterminera si l'unité se referme dans la peur ou se maintient par une confiance encore possible, mais désormais mise à l'épreuve. Tout commence par une alerte banale, presque routinière. Un signalement parmi d'autres, noyé dans le flux constant d'informations qui remontent du terrain. Puis vient un recoupement, suivi d'un second et enfin d'un troisième. À ce moment précis, la situation bascule. Ce qui semblait être une anomalie devient une séquence cohérente, structurée, impossible à ignorer. Avant, Moussa était un pilier, après s'il devient un risque. Ibrahim Traoré reçoit le dossier à l'aube, les pages sont épaisses, les annexes nombreuses. Chaque élément pris isolément pourrait encore laisser place au doute. Ensemble, ils racontent une histoire continue. Des communications chiffrées apparaissent à intervalles réguliers, des mouvements financiers, modestes mais répétés, tracent une ligne discrète vers l'extérieur. Des témoignages concordants situent Moussa à des endroits où il n'avait aucune raison opérationnelle de se trouver. Le doute n'est plus raisonnable, il devient un refus de voir. La mécanique militaire se met alors en marche. Les règles sont connues de tous. La trahison, surtout en temps de guerre, appelle une réponse immédiate. Dans l'histoire des armées, la lenteur est souvent considérée comme une faiblesse et l'hésitation comme une faute. Plusieurs officiers s'attendent à un ordre rapide, presque automatique. Dans leur esprit, c'est la seule manière de préserver la discipline, mais c'est d'éviter la contagion du soupçon. Pourtant, Ibrahim Traoré ne donne pas cet ordre. Il convoque, écoute, vérifie encore. Cette pause, minuscule en apparence, devient un moment de tension extrême. Le camp fonctionne. Les patrouilles sortent, les gardes se relaient, mais l'attention collective est ailleurs. Chaque soldat sent que quelque chose d'inhabituel se joue, sans en connaître encore l'issue. Lorsque Moussa est enfin amené devant son capitaine, le face-à-face ne ressemble pas à une simple procédure. Il n'y a ni cri, ni aveu immédiat. Il y a un silence lourd, chargé de ce qui a été partagé dans le passé. Ibrahim Traoré pose les faits, un à un, sans emphase. À mesure que les preuves s'alignent, la résistance de Moussa se fissure. Son regard fuit, son assurance s'effondre. C'est à ce moment précis que l'événement prend une autre dimension. La trahison cesse d'être abstraite. Elle devient humaine, fragile et dangereusement complexe. La chronologie ne mène plus seulement vers une sanction, mais vers une décision dont les répercussions dépasseront largement le cadre de cette pièce fermée. Avant, le dossier n'était qu'une accumulation de signaux faibles. Après recoupement, il devient une structure cohérente qui ne laisse presque plus d'angle mort. Cette bascule repose sur peu de chiffres, mais chacun d'eux éclaire un mécanisme précis. Le premier concerne l'âge et la position du suspect. Moussa Diallo, 26 ans, occupe un rôle opérationnel exposé, sans accès stratégique majeur, ce qui réduit l'hypothèse d'un agent idéologique de long terme. Cela décrit un profil vulnérable, pas un infiltré aguerri ni autonome. Le deuxième élément chiffré concerne la durée. Les échanges suspects s'étalent sur quelques mois, sans accélération brutale ni rupture nette. Cette continuité suggère une contrainte persistante plutôt qu'une initiative volontaire. La répétition signale une pression constante, non une décision ponctuelle calculée. Le troisième chiffre porte sur les flux financiers. Les transferts cumulés restent inférieurs à 3 millions de francs CFA, répartis en montants irréguliers. Ils ne correspondent ni à une rémunération classique, ni à un enrichissement personnel. Le montant indique un paiement contraint, sans logique de profit durable. Ces données, mises en perspective, modifient la lecture initiale. Elles n'annulent pas la trahison, mais en déplacent la cause probable. Ibrahim Traoré observe que le schéma ne correspond pas au précédent connu d'espionnage interne. Il n'y a ni réseau étendu, ni tentative d'ascension, ni volonté manifeste de nuire à l'unité sur le long terme. À la place apparaît un modèle de coercition ciblée, discret,
difficile à détecter. Les pièces annexes renforcent cette hypothèse. Les messages interceptés montrent un ton impératif, souvent menaçant, sans discussion idéologique. Les photos jointes servent moins à informer qu'à contraindre. Les témoignages des soldats, initialement perçus comme accablants, prennent un autre sens lorsqu'ils sont replacés dans ce cadre. Les isolements nocturnes et les apartés deviennent des moments de détresse plutôt que des réunions clandestines organisées. Pour le commandement, cette bascule factuelle crée un dilemme opérationnel. La loi militaire reste claire et ne prévoit pas de gradation. Pourtant, ignorer la nature du mécanisme reviendrait à traiter le symptôme sans toucher la cause. Ibrahim Traoré comprend alors que l'exécution rapide, si elle rassure à court terme, ne protège pas nécessairement l'unité contre la répétition du même schéma avec un autre soldat, ailleurs, plus tard. À cet instant, la preuve ne sert plus seulement à désigner un coupable, elle devient un outil pour anticiper un risque systémique. Si la famille peut être utilisée comme levier, alors la discipline seule ne suffit plus. Le dossier cesse d'être une fin, il devient un point de départ vers une décision qui engage l'avenir du groupe. L'argument en faveur d'une sanction immédiate et solide, ancien, est profondément ancré dans la culture militaire. La discipline repose sur la certitude de la sanction. Sans réponse ferme, le doute s'installe, la peur circule et l'unité risque de se fragmenter. Ceux qui défendent cette ligne rappellent que la guerre ne tolère pas l'ambiguïté. Un soldat qui transmet des informations à l'ennemi, quelles que soient qu'excès ses raisons, met en danger des vies. La clémence, dans ce cadre, peut être perçue comme un signal de faiblesse, voire comme une invitation implicite à la récidive. Un second argument renforce cette position. La règle doit être la même pour tous. Introduire des circonstances atténuantes ouvre la porte à l'arbitraire. Aujourd'hui Moussa, demain un autre, avec une histoire différente, mais une justification tout aussi tragique. À terme, le commandement pourrait perdre sa lisibilité et l'autorité se dissoudre dans des cas particuliers impossibles à trancher sans polémique. Pour ces officiers, la survie collective prime sur toute considération individuelle. Face à cela, l'argument inverse n'est pas moins rationnel. Punir sans comprendre revient à masquer une faille structurelle. Si la trahison est le produit d'un chantage familial, alors l'exécution ne supprime pas la menace, elle la déplace. Un autre soldat, confronté à la même pression, pourra céder à son tour. L'humanité dans cette lecture n'est pas une indulgence morale, mais un outil de prévention. Ibrahim Traoré se situe précisément à l'intersection de ces deux logiques. Il ne nie ni la gravité de l'acte, ni la nécessité de préserver l'ordre, mais il perçoit que l'application mécanique de la règle peut produire un effet inverse à celui recherché. La vraie question devient alors stratégique. Vaut-il mieux punir un homme pour l'exemple, ou neutraliser un mode opératoire ennemi en exposant sa logique et ses limites ? Ce débat ne tranche rien encore, il prépare seulement le terrain d'un choix qui ne sera ni confortable ni unanimement accepté. Ce renversement ne vient pas d'un discours, mais d'une intuition opérationnelle. En s'isolant pour réfléchir, Ibrahim Traoré cesse de raisonner uniquement en juge. Il observe le dossier comme un stratège, attentif non plus au passé, mais à ce que la situation permet encore de produire. La question change de nature. Comment transformer une faiblesse imposée par l'ennemi en avantage contrôlé ? L'idée est risquée, presque contre-intuitive. Si Moussa a déjà transmis des informations sous contrainte, alors cette contrainte peut être retournée. Le soldat n'est plus seulement un problème à éliminer, mais un point de contact vers le réseau adverse. Cette hypothèse ne repose pas sur la confiance, mais sur la surveillance totale, la maîtrise du tempo et une compréhension fine des attentes ennemies. À ce stade, rien n'est décidé. Le plan n'existe pas encore, seulement une direction. Certains officiers y voient une ligne rouge franchie, d'autres une opportunité rare. Le moindre faux pas pourrait coûter la vie à des soldats, ruiner l'autorité du commandement et confirmer les craintes des plus sceptiques. Mais ignorer cette option, c'est revenir à une solution connue, brutale et peut-être inefficace à long terme. Ce point médian marque une rupture silencieuse. La décision à venir ne portera plus seulement sur Moussa, mais sur la manière même de concevoir la justice et la sécurité dans une guerre asymétrique. Les effets de la décision d'Ibrahim Traoré ne se mesurent pas uniquement dans l'instant de l'opération réussie, mais dans les jours et les semaines qui suivent,
au niveau de plusieurs cercles distincts. Pour le noyau militaire, d'abord, le résultat est immédiat. L'absence de perte lors de l'intervention et la libération de l'otage renforce la crédibilité opérationnelle du commandement. Les soldats constatent que la retenue n'a pas affaibli la sécurité du groupe. Elle l'a, au contraire, protégé dans un moment critique. La discipline reste intacte, mais elle s'accompagne désormais d'un sentiment de lucidité stratégique. Pour le commandement intermédiaire, l'impact est plus nuancé. Certains officiers restent réticents. Ils craignent que cette exception ne devienne une référence implicite. D'autres y voient une démonstration de contrôle supérieur où la règle n'est pas abandonnée mais intégrée dans une lecture plus large du terrain. Ibrahim Traoré assume cette tension sans chercher à la dissoudre immédiatement. Il accepte que le consensus prenne du temps, estimant que l'efficacité observable pèsera davantage que les discours. Du côté des soldats, l'effet est profond. La peur d'une sanction aveugle recule, remplacée par une vigilance différente. Les hommes comprennent que leurs faiblesses potentielles peuvent être exploitées par l'ennemi, mais aussi que le commandement est prêt à écouter avant de frapper. Cette évolution modifie les comportements. Les signaux faibles remontent plus tôt. Les silences deviennent moins lourds. La loyauté ne repose plus seulement sur la crainte, mais sur la conviction que le système peut absorber la complexité humaine sans s'effondrer. À l'échelle plus large du contexte national, l'épisode circule rapidement. Sans entrer dans les détails opérationnels, l'histoire d'un capitaine capable de combiner fermeté et calcul stratégique alimente les discussions. Certains y voient une rupture culturelle, d'autres une adaptation nécessaire à une guerre où les lignes traditionnelles sont brouillées. Le nom d'Ibrahim Traoré s'associe alors à une image de leadership qui ne se limite pas à la sanction, mais à la maîtrise des conséquences. Enfin, pour l'ennemi, l'effet est silencieux, mais réel. La tentative de chantage n'a pas produit l'effondrement attendu. Elle a, au contraire, exposé une méthode et réduit sa valeur future. Le rapport de force ne change pas radicalement, mais une certitude s'installe. Ce type de pression ne garantit plus le même rendement. À moyen terme, la décision prise ouvre plusieurs trajectoires possibles sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Un premier scénario, le plus probable, repose sur une stabilisation progressive. L'unité intègre l'épisode comme un cas exceptionnel, sans remise en cause formelle des règles. Les procédures de sécurité sont renforcées, les signaux faibles mieux surveillés, et la cohésion se maintient grâce aux résultats opérationnels observables. Dans cette hypothèse, l'autorité d'Ibrahim Traoré s'installe dans une zone d'équilibre, ni idéalisée ni contestée frontalement. Dans un scénario optimiste, on peut supposer un apprentissage collectif plus profond. L'affaire sert de déclencheur à une évolution des pratiques, avec une meilleure protection des familles et des mécanismes d'alerte plus précoces. La confiance s'élargit au-delà de l'unité initiale. Les soldats osent davantage signaler des pressions ou des failles, ce qui réduit l'efficacité des tentatives de manipulation adverse. La discipline ne disparaît pas. Elle se transforme en un cadre plus conscient des réalités humaines du conflit. Dans un scénario dégradé, enfin, cette possibilité ne peut être écartée. Certains pourraient interpréter la retenue comme une faille. Le doute s'infiltrerait lentement, alimenté par des récits partiels ou déformés. Si un nouvel incident survenait sans réponse perçue comme ferme, la légitimité du commandement pourrait être fragilisée. Dans ce cas, la décision initiale serait relue non comme une stratégie, mais comme un précédent dangereux, et la cohésion risquerait de s'éroder. Face à ces trois trajectoires possibles, une constante demeure. Aucun scénario ne dépend uniquement d'un acte passé. Tout repose sur la capacité à accompagner la décision par des signaux clairs, répétés et cohérents. Si la clémence reste isolée, elle inquiète. Si elle s'inscrit dans une architecture de contrôle et de prévention, elle devient lisible. La question clé n'est donc pas de savoir si le choix était juste en soi, mais s'il est suivi d'actions capables d'en maîtriser les effets dans le temps. Au-delà du camp et des cartes d'état-major, cette histoire agit comme un miroir pour ceux qui l'observent. Elle ne parle pas uniquement de stratégie militaire, mais de responsabilité dans des situations où aucune option n'est confortable. Pour un chef d'équipe, civil ou militaire, le dilemme posé rappelle que l'autorité se manifeste, surtout quand les règles ne suffisent plus à guider l'action.
Décider, ici, ne consiste pas à choisir le bien contre le mal, mais à arbitrer entre deux risques réels. Pour ceux qui travaillent dans des environnements sous pression, l'épisode souligne une leçon simple et dérangeante. Ignorer la dimension humaine n'élimine pas la fragilité, elle la rend invisible. Ibrahim Traoré ne supprime pas la faute, il la replace dans un cadre plus large, où comprendre devient une condition pour prévenir. Cette approche interroge la manière dont chacun gère l'erreur, la loyauté et la peur de perdre le contrôle. Pour d'autres encore, le récit touche à une question plus intime. Jusqu'où peut-on exiger le sacrifice individuel au nom du collectif ? Et à partir de quel moment ce sacrifice cesse-t-il de renforcer le groupe pour commencer à le fragiliser de l'intérieur ? Ces interrogations dépassent largement le cadre du Burkina Faso et résonnent dans toute structure fondée sur la confiance. Enfin, l'attitude d'Ibrahim Traoré invite à une forme de lucidité. La fermeté n'est pas toujours synonyme de rigidité, pas plus que l'écoute n'implique l'abandon des principes. Entre ces deux pôles, il existe un espace étroit où le leadership se joue réellement. C'est dans cet espace inconfortable que chacun est, un jour ou l'autre, appelé à se positionner. À partir de cet épisode, une ligne d'action se dessine, structurée en étapes claires, sans renier la discipline ni idéaliser la clémence. La première consiste à sécuriser l'amont. Les familles deviennent un point de vulnérabilité reconnu et non plus un angle mort. Des mécanismes d'alerte discrets permettent aux soldats de signaler toute pression exercée sur leurs proches sans crainte immédiate de sanctions. Cette étape vise à détecter plus tôt ce que le dossier de Moussa n'a révélé que tardivement. La deuxième étape relève du renseignement interne. Les tentatives de manipulation sont documentées, analysées, puis intégrées dans la formation des cadres. L'objectif n'est pas de multiplier les contrôles, mais de rendre lisibles les schémas récurrents. En comprenant comment l'ennemi opère, l'unité réduit l'effet de surprise et limite la reproduction du même piège. Ensuite vient le traitement des cas avérés. La faute reste une faute. Elle entraîne une mise à l'écart immédiate, une perte de statut et une procédure encadrée. Mais cette procédure inclut désormais l'analyse des contraintes subies. Ibrahim Traoré insiste sur un point, la justice ne gagne rien à ignorer les causes dès lors que celles-ci conditionnent la sécurité future du groupe. La quatrième étape concerne la cohésion. Des espaces contrôlés de parole permettent d'évacuer les tensions nées de décisions controversées. Le silence prolongé, plus que le désaccord, est identifié comme un facteur de fragilisation. Enfin, l'ensemble est évalué dans le temps à travers des indicateurs simples. Remontée d'informations, incidents évités, stabilité des effectifs. Cette trajectoire ne promet ni confort, ni unanimité. Elle cherche seulement à transformer une crise isolée en apprentissage collectif, afin que la prochaine décision ne soit pas prise dans l'aveuglement. 1 an plus tard, le souvenir de ce dossier n'a pas disparu. Il revient par touches, dans les conversations, dans les formations, parfois dans un silence plus dense que les mots. Le sergent autrefois au centre de la tempête n'est plus un symbole de trahison, mais un rappel vivant de ce que la guerre peut faire à ceux qu'elle enferme dans des choix impossibles. Ibrahim Traoré, lui, reste associé à ce moment précis où il a refusé la facilité de la sanction immédiate. Un rappel simple s'impose ici. Le même soleil frappe toujours la cour du camp. Les bottes martèlent la terre rouge avec la même régularité. Pourtant, quelque chose a changé. L'autorité ne repose plus uniquement sur la crainte d'une punition, mais sur la cohérence entre les paroles et les actes. Cette cohérence, fragile mais visible, continue de structurer les relations au sein de l'unité. Ce qui marque durablement n'est pas la ruse employée, ni même le succès opérationnel. C'est la décision de regarder un homme brisé sans détourner les yeux, tout en refusant de minimiser la faute commise. Ibrahim Traoré n'a pas offert un pardon gratuit, il a imposé un cadre exigeant où la responsabilité et la possibilité de rédemption coexistent. Cette scène, rappelée de génération en génération de soldats, devient un repère. Elle ne dit pas quoi décider. Elle rappelle seulement que diriger, parfois, consiste à porter un poids que personne d'autre ne peut partager. Ce récit se referme sans verdict définitif, parce que la situation elle-même refuse la simplicité. Il laisse derrière lui une interrogation qui dépasse le cadre militaire et s'invite dans la sphère civique, professionnelle, personnelle.
Quand une règle protège l'ensemble mais broie un individu, jusqu'où faut-il aller pour préserver l'équilibre collectif sans perdre le sens de ce que l'on défend? L'exemple d'Ibrahim Traoré ne propose pas un modèle universel. Il montre plutôt une méthode. Ralentir quand tout pousse à frapper vite, observer quand la pression exige une réponse immédiate et accepter que la légitimité se construise dans la durée plutôt que dans l'instant. Cette posture dérange parce qu'elle n'offre pas de refuge confortable derrière un règlement ou une tradition. Pour le public, la question reste volontairement ouverte. Dans une position de responsabilité, face à un risque réel et à une faute avérée, qu'est-ce qui fonde la décision juste? L'exemplarité, l'efficacité ou la capacité à comprendre avant d'agir? Et surtout, comment vivre ensuite avec les conséquences de ce choix? La discussion commence ici. Elle ne cherche pas l'unanimité, mais la lucidité.